On a l'air d'être live. Excellent. Donc, bonjour à tous. On est dans ce merveilleux live en quarantaine, chacun de chez soi. Au final, le live, comme vous le savez, on va un peu discuter, mais c'est par rapport à comment adapter son entreprise durant la crise du COVID, comment adapter son marketing, son entreprise pour pouvoir être prêt aussi pour la relance. On a nos invités, on a David Grégoire, donc le célèbre monsieur e-commerce. David, de ton côté, comment ça se passe la quarantaine? À part d'avoir 4 enfants à la maison, hein, c'est quand même beaucoup. Plus un chien. disons que c'est plus difficile de travailler au quotidien, mais the show must go on, hein, comme on dit. Et il y a Philippe qui prie à nous, donc expert aussi en e-commerce, marketing web au Québec, très connu aux États-Unis aussi maintenant. Merci. Toi, de ton côté. Bien ici aussi, dans le bunker. Écoute, on survit. Donc, on est prêt même pour les attaques nucléaires, donc il n'y a pas de problème. Tu t'es fait un abri nucléaire en fil de mémoire, une affaire là, pour rester comme 35 ans sous la terre avec des réserves et du papier de toilette? Exactement. C'est moi le gars qui a acheté tout le papier de toilette. Un survivaliste. Ouais, voilà. Et Patrick, président de chez Humania, donc des dizaines d'années d'expérience niveau RH. Comment ça va de ton côté, Pat? Nous, on est dans la gestion des 160 PME qui ont des urgences de ressources humaines et des urgences de tout genre, en fait. C'est sûr qu'on a virtualisé pas mal l'ensemble de nos 35 employés là, qui essaient de desservir le plus possible nos clients. On est dans les plans de contingente, les plans de continuité, mais je travaille à la maison, fait que ça se peut que vous entendiez les enfants, mais j'ai pas de chien par contre. Mais ça devrait être pas trop bruyant. Excellent. Et actuellement, tout le monde, s'il vous plaît, c'est un webinaire quand même assez important pour, si vous connaissez des entrepreneurs, si vous connaissez des propriétaires d'entreprises ou encore des solopreneurs en France, partagez s'il vous plaît le webinaire pour que le plus de personnes possibles puissent en profiter. Et dites-nous-le si vous nous entendez bien. Aujourd'hui, on a un bel agenda. Au final, je ne peux pas partager mon écran en ce moment, mais on a 5 grands sujets. Le premier sujet, c'est le changement des comportements des consommateurs qu'on va parler en premier. Que faire pour garder sa clientèle et avoir un contact avec sa clientèle? Comment virtualiser son entreprise? On voit que c'est vraiment important. Comment rouler en télétravail? Et finalement, comment se préparer pour la relance? Donc, le premier sujet, j'ai un merveilleux agenda ici en ce moment. Je peux cliquer dessus. Et voilà. Prochain thème, le changement des comportements des consommateurs. Donc, si n'importe quelle question, tout le monde pose des questions sur le live, puis automatiquement, nous, vers la fin, on va répondre aux questions. Donc, messieurs, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au changement? Il y a énormément de changements qui se passent par rapport à l'habitude des consommations. Tout le monde sont chez eux, ils ne peuvent pas sortir. Fermé. Tout est fermé. Je veux dire, les gens qui sont habitués de faire leur épicerie physiquement là, dans un vrai magasin, soit comme l'ensemble de la population, ben là, ils doivent se tourner vers des solutions numériques pour pouvoir faire leur épicerie à distance. Et ça ouvre, bien entendu, bien des nouvelles possibilités. Mais nous, ça fait 4 ans qu'on fait des photos de l'épicerie métro en ligne, OK? Puis j'ai l'impression, je ne suis pas dans le secret des dieux, là, mais j'ai l'impression que le taux des gens qui faisaient leur épicerie en ligne à 100% n'était pas tellement haut. Tandis que là, maintenant, il y en a tellement que si on veut faire notre épicerie en ligne, il faut faire la file virtuellement sur le site de IGA et de Métro. Alors, déjà là, il y a un switch complètement, un gros switch vers des habitudes des consommateurs. Phil, tu as partagé hier sur Facebook une étude vraiment intéressante. Là. Il y a des e-commerce qui montent, qui descendent. Je vais te laisser en jaser un peu. Oui, en fait, ce qu'on voit globalement, c'est qu'aux États-Unis, avant la crise, on parle peut-être d'une moyenne de 12% des gens qui consomment en ligne. Je vais essayer de retrouver le document, là. J'ai ça juste ici. Donc, ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on sait qu'on a l'impression, les gens, nous, comme nous, qui vivons dans ce monde-là, le commerce électronique,
qu'il y a beaucoup de gens qui consomment en ligne, qu'en réalité, il y a une très faible proportion de la population qui sont en ligne, qui consomment de façon régulière. Et on voit à chaque année, évidemment, une augmentation fulgurante du comportement d'achat. Ce qu'on voit présentement, c'est que il y a une accélération, en fait, qui est faite de façon exponentielle parce que, justement, les gens sont confinés, mais veulent continuer quand même d'acheter malgré toute l'hystérie qu'il y a. Puis, on faisait peut-être des jokes au début, là, les survivalistes, etc. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'encabaner, qui avaient acheté beaucoup en avance en stock. Mais ce qu'on remarque après quelques semaines, c'est que les gens continuent leurs habitudes de consommation. Ils ne vont pas dehors, mais ils achètent à l'intérieur. Puis, quelqu'un qui veut être... Il faut se le dire, puis c'est un petit aparté à ce qu'on discutait hors onde avant, c'est que les gens... C'est pas parce qu'ils travaillent de chez eux qu'ils veulent être habillés en jogging ou en pyjama toute la journée. Ils veulent se sentir bien. Peut-être que ça va durer quelques jours, mais après ça, ils veulent reprendre un rythme un peu plus régulier. La femme va continuer à se recoiffer, elle va continuer à se maquiller. Si tu es dans un mode peut-être un peu plus relax, tu veux continuer tu veux être relax, mais tu veux porter peut-être des beaux leggings. Je prends ma femme, elle vient de faire une commande chez Lululemon directement. Donc, ça change pas cet aspect-là. Au contraire, on est dans un mode, vu le fait qu'on soit confiné, ben on est dans un mode aussi, il faut qu'on fasse quelque chose. On dirait que c'est comme un besoin qu'il faut acheter. Donc, ça ne s'enlève pas, ça ne se dilue pas, ça continue. Mais Phil, pour rassurer là, les gens qui regardent, là, il y a plusieurs propriétaires de e-commerce pour qui ça a augmenté, d'autres pour qui c'est resté stable, d'autres pour qui ça a baissé. D'après l'étude que tu m'as partagée hier, c'est pas toutes les industries qui en ont profité également, si on veut, de cette crise-là. Je me trompe? Non, effectivement, je veux dire, c'est certain que d'une industrie à une autre, il va y avoir, peut-être des opposés, dans le fond, qu'on va voir. Tu sais, par exemple, on prend le fitness, on voit une augmentation. Je regardais, puis je parlais même à des chums. Tout le monde s'est rué, veut se faire un gym à la maison. Fait qu'ils ont vidé à peu près tous les grands équipementiers de gym. Là, maintenant, tout est backorder. Tu sais, versus dans l'électronique, on sent quand même une décroissance en ce moment-là. Mais on voit une croissance au niveau des drones. Tu sais, donc, trouver l'erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. Les gens, ils sont confinés chez eux. Ils veulent voir qu'est-ce qui se passe dehors. Ils vont s'asseoir, ils vont sortir leur drone. Puis là, ce qu'on voit sur Internet, c'est toutes sortes de vidéos de drones. Les gens, ils sont chez eux, puis ils font la tournée des villes, puis il n'y a personne. C'est complètement incroyable. Donc, il y a des changements de comportement qui arrivent et comme on dit, d'un endroit à un autre, évidemment, tu as des tendances qui sont décroissantes. Il y a des tendances aussi il faut faire attention parce qu'on est encore très tôt dans le data. Tu sais, le data qu'on a sorti, c'est quand même intéressant. On voit qu'il y a une chute. Par exemple, si je regarde ici côté les jeux, les games, toys and games, tu sais, grand vecteur, ça marche beaucoup. On s'entend de octobre jusqu'à décembre et un petit peu après plus tard parce que les gens y achètent en fait les jeux, tu sais, pour Noël, pour donner en cadeau, etc. Par contre, ce qu'on voit après ça, puis ça c'est en temps normal, une décroissance parce que février c'est un mois qui est normalement très mort, puis il n'y a pas beaucoup d'activité. En général, même le coût d'acquisition est beaucoup plus élevé. Mais là, vu qu'on est très tôt dans le data, on ne voit pas que ça va augmenter. La raison que ça va augmenter, c'est que les enfants sont à la maison, il faut les occuper. Donc, on va voir une recrudescence des cahiers à colorier, des jeux de société, tout ça qui peut, dans le fond, rassembler les parents et les enfants ensemble. Donc, ça, c'est des choses. On voit aussi une augmentation du jeu de rôle en ligne. Donc, les gens qui font Donjons et Dragons, avant, ils avaient l'habitude de se rassembler le week-end chez des amis. Bien, maintenant, ils font tout, mais par Zoom. Donc, c'est là, les gens ils veulent continuer à s'occuper. Donc, tu sais, il faut prendre quand même avec un grain de sel certaines industries parce qu'on est encore très tôt dans le data, mais ça nous donne quand même un indicatif où certaines choses vont prendre le dessus vers d'autres. Tu sais, on peut s'entendre que les biens qui sont très chers, qui sont non essentiels, comme les bijoux, vont peut-être prendre le bord. On ne sait pas à combien de pourcentage, mais vont peut-être prendre le bord de ce côté-là. Mais il y a d'autres trucs.
Vas-y, Phil, genre 2 choses à rajouter à ce que tu dis. Oui. Puis, la nutrition. On peut voir que la nutrition, une des business qui augmente année après année de façon encore là exponentielle, c'est tout ce qui est supplément. C'est une énorme industrie qui ne fait que grandir. Ce qu'on voyait les dernières années, c'est qu'il y avait quand même une plus grande stabilité, peut-être parce qu'il y avait une énorme quantité maintenant de nouveaux joueurs, fait qu'il y avait une certaine saturation. Maintenant, on arrive avec des nouveaux produits, on pousse le COVID-19, donc les gens ont comme un signal qui leur dit, il faut que je fasse attention à mon système immunitaire. Donc, on va avoir une croissance dans les prochains mois. Vous allez voir des tonnes d'entreprises qui vont lancer des solutions semi-miracles qui vont booster votre système immunitaire, qui vont booster aussi votre côté neurologique avec les nootropics et les psychotropes, etc., tout autre, parce qu'ils savent que quand tu es à la maison, tu veux être justement un peu plus focus sur ton travail, tu veux être moins distrait, fait que l'attention que tu as, tu veux le mettre en proportion. Donc, vous allez avoir un paquet de nouveaux trucs qui vont justement en ressortir et on risque de voir justement un boost un peu plus grand de ce côté-là. On peut parler du café, que les compagnies de café aussi maintenant, ils shippent plus que jamais. On a vu certains exemples d'entreprises qui faisaient juste du B2B, ils ont dû se switcher, se flipper, commencer à faire du B2C pour pas perdre la balle parce que ils venaient de perdre 99% de leur business overnight. Donc, oui. Il y a cette partie-là qu'on parlera un peu plus tard d'adaptation, mais on va voir vraiment on va voir dans chaque industrie, sous-verticaux, je dirais même, des grands changements parce que justement, la consommation des gens change par rapport à ce qu'on vit en ce moment. J'ai 2 choses à rajouter. Il y a aussi des industries qui tombent complètement là, avec le confinement. Comme moi, j'allais vendre et acheter une nouvelle voiture usagée. Puis là, les SAAC sont complètement fermés depuis environ 1 semaine et demie, 2 semaines. Ce qui veut dire que c'est impossible de changer de voiture. Hein? Les garages de voitures neuves aussi vont fermer ce soir, là, en tout cas au Québec. Ce qui veut dire donc que c'est impossible d'acheter une voiture neuve. Il y a un de mes sites web, moi, où je vends des bornes de recharge de voitures électriques. Ça veut dire que s'il n'y a personne qui peut changer de voiture, il n'y a personne qui a besoin de racheter une nouvelle borne de recharge de voiture électrique. Fait il y a aussi plein d'industries qui, un peu à cause de la réglementation et du confinement, deviennent complètement, pas caduques temporairement, mais complètement mortes. Il y a quelqu'un qui a posé une question intéressante. Excuse-moi, Alexandre, d'interpeller comme ça les gens, là, mais quelqu'un qui demandait, pensez-vous que la transition digitale sera effective à la fin du confinement? Ouais. Je trouve que c'est une excellente question parce que j'ai eu la réflexion hier dans un Facebook Live que j'ai fait avec les gens qui assistaient. Toutes les habitudes, changer les habitudes des consommateurs, c'est très, très difficile. Hein? Les gens sont habitués à une chose, il faut être vraiment innovant puis amener un avantage incroyable pour que les gens changent leurs habitudes. Mais là, on est dans une situation particulière où on est un peu forcé par le gouvernement de changer complètement nos habitudes. Quand on commence à prendre une nouvelle habitude, tout le monde le sait, c'est 21 jours, on devient habitué à faire la nouvelle chose. Bien là, si ça dure plus de 21 jours de confinement, puis je pense que c'est parti pour le faire, si on croit tout le monde sauf Donald Trump, alors les consommateurs vont avoir changé leurs habitudes. C'est une opportunité incroyable. Sérieusement, là, on a parlé avant de commencer le Facebook Live, toute la gang. Puis, il y a beaucoup d'industries qui peuvent prendre un virage. Puis, s'ils sont capables de hooker les consommateurs qui, bien malgré eux, doivent changer leurs habitudes, bien, je pense que ça va devenir une nouvelle habitude, justement. Je ne sais pas ce que vous avez à dire là-dessus. Pour vraiment souligner ce que tu dis, David, là, actuellement, les gens qui ne consommaient pas encore e-commerce, comme le dit Phil aussi, ou qui le faisaient quelquefois, sont obligés de le faire. Ça va devenir une habitude. Et après la crise, d'après moi, d'après les data qu'on voit, les gens vont garder cette habitude-là. Ce qui veut dire que toutes les entreprises qui ne font pas la migration web, que ce soit e-commerce, à distance ou autre, il y a beaucoup de chances que vous ne soyez pas durant la vague qui va arriver après la crise. Parce que là, comme a dit David, on a la santé publique qui oblige les gens à changer de comportement right now. Donc, il faut actuellement que les entreprises, on va amener ce point-là dans le webinaire, comment s'adapter à tout ça. Mais il faut qu'en tant que PME, en tant qu'entrepreneur, on s'adapte maintenant parce que ce n'est pas juste une pause de 2 mois. Après, la société va avoir changé.
Je pourrais ajouter peut-être des facteurs qui sont, les gars, je vous trouve particulièrement très, très experts dans le domaine de la consommation, puis j'irai pas m'asseoir à côté de vous pour gagner un débat, mais je pense que je le perdrais. Une chose que j'ai bien remarqué, puis ce qui va accentuer, puis nous, ce qu'on voit, c'est toute l'industrie de la détresse puis de la santé mentale qui va aussi augmenter. Je veux dire, il ne faut pas sous-estimer l'impact sur les pertes d'emploi puis les revenus en ce moment. Autant chez les artistes que des emplois, dans le fond, qui ne sont pas essentiels, entre guillemets, à notre société, qui n'ont pas été jugés essentiels en ce moment, donc qui sont fermés. Ça, nous, on voit cette détresse-là chez les travailleurs et le consommateur, à mon avis, va aussi vivre ces enjeux-là. Va-t-il consommer de façon plus intelligente? On voit aussi toutes les mesures de surveillance qui vont s'accentuer entre nous. En fait, je veux pas parler d'une paranoïa collective, mais à la base, il va y avoir des gens aussi qui vont s'intéresser davantage à des notions de sécurité financière. Peut-être que le moment présent qu'on était un peu habitué de vivre dans notre merveilleuse société de croissance va aussi transformer nos choix. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne veux pas être trop philosophique, mais il va falloir, il y a des opportunités qui vont se créer là et non plus jouer sur la détresse humaine, là, mais il va y avoir quelque chose qui va se passer là. Qu'en pensez-vous? Ben, je pense qu'il y a une réalité qui est en train de se mettre en place justement par rapport au télétravail, puis aussi aux besoins des entreprises. Donc, je pense que tu étais la personne la mieux placée pour le savoir, mais il y a un équilibre justement entre venir travailler au bureau où tu as toute cette interaction-là entre chaque personne, puis travailler de façon individuelle où ton interaction peut exister, mais de façon virtuelle. Donc, tu as moins un contact humain direct. Par contre, quand tu es un entrepreneur, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu regardes les deux options. Tu as tes coûts fixes d'un côté avec tes bureaux pour de la place pour 100 employés. Puis là, maintenant, tu as une possibilité de faire adopter aux gens une structure totalement dématérialisée qui te ferait sauver d'énormes dollars en coûts, en équipement, etc. Puis, on peut prendre un exemple de la compagnie Basecamp qui, je pense, sont plus de 300 employés, qui est 100% dématérialisé. Eux, ils ont beaucoup de succès. Maintenant, je ne connais pas à l'intérieur de l'entreprise les défis qu'ils ont justement côté psychologique ou le côté peut-être rétention ou tout ça qui vient avec chacun des employés. Il doit y avoir certainement un défi de ce côté-là, mais d'après moi, ce qu'on voit, c'est que en général, les employés sont peut-être plus heureux jusqu'à une certaine mesure, mais après ça, le côté socialisation, c'est souvent là qu'ils perdent totalement parce que pour certains d'entre eux, le seul moment de socialiser dans leur vie, c'est quand ils sont au travail. Alors, c'est un défi, d'après moi, de taille. Puis, je pense que les chefs d'entreprise, il va falloir qu'ils prennent le temps de vraiment mesurer l'impact que ça a, plus côté humain que juste dollar. Oui, bien, écoute, là, je sais qu'on peut tomber dans des notions de télétravail qui est un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, mais qui font partie des conditions de succès, justement, du télétravail, où on ne va pas juste faire des mesures de surveillance en termes d'exécution du travail, puis d'objectifs clairs, puis de ce que tu fais aujourd'hui ou ce que tu t'en vas, mais il y a des moments de socialisation qui se créent. Il y a de la gamification qui se crée dans les milieux de travail. Tu parlais tantôt là, de Dungeons & Dragons. Ben, j'ai un de mes clients, lui, qui a installé des jeux sociaux en ligne, à l'interne. Fait qu'ils font du chatting interne, ils s'amusent entre eux, puis en fait, c'est pas une mesure obligatoire, mais ils invitent les gens à se connecter autour d'1 heure par jour, parce que c'est assez prouvé, je vais vous dire comme ça, que le milieu de travail n'est pas productif. Oh, attention, là, je viens peut-être une des hypothèses les plus, comment dire, un des mythes qui est les plus qui dure dans notre société, comme quoi que parce qu'on va au travail, on est productif. Il y a du présentéisme au travail. Puis en fait, c'est assez prouvé aussi que la capacité de se concentrer quand tu es juste dans une tâche précise, et là, c'est là qu'on arrive, dans le fond, à s'installer d'une manière professionnelle chez soi, où ce que là, on tombe dans les conditions de succès, puis vous allez trouver une pléthore d'informations là-dessus, mais juste peut-être y penser comme quoi qu'on est plus productif. Donc, faire 6 heures à la maison, c'est probablement l'équivalent de 8 à 9 heures au bureau. Et donc, le rythme de travail amène dans le fond, la notion de loisir et cette fameuse société loisir, où on va combiner l'équilibre entre le travail et la vie familiale.
Et ça amène des enjeux au niveau des systèmes d'information puis de production au sein des entreprises. Là. Je pourrais en parler davantage, là, mais on parle de transformation numérique, pas juste au niveau du consommateur, mais aussi de la manière de collaborer avec plusieurs outils d'interaction. Bon, excellent. Au final, actuellement, on devait parler du télétravail et aussi comment communiquer avec sa clientèle. Mais regarde, faisons un jump directement au sujet, la virtualisation de notre entreprise. Vas-y, Phil. Moi, j'ai juste un truc que je voudrais rajouter par rapport à ça. Puis, on parlait de présence et d'efficacité au travail. Moi, une méthode que j'aime beaucoup, c'est la méthode Pomodoro, dans le fond. Fait que tu travailles par des séquences, je pense, de 20 minutes. Moi, en fait, c'est comme ça que je les bloque, 20 minutes. Puis, je fais des sprints, dans le fond, de travail. Je prends ma liste de tâches, puis je regarde, OK, j'ai ça. Qu'est-ce que je suis capable de canner dans ce premier 20 minutes-là? Je prends un petit break, je vais faire mes affaires. Après ça, je retourne. J'ai l'impression, en fait, ça, c'est mon impression, mais quand tu es en entreprise, peut-être certaines vont prendre le lead là-dessus, mais il y a beaucoup de gens qui, où c'est pas enseigné ou whatsoever, mais qui ne sentiraient pas que c'est bon pour eux de le faire. Tu sais. Versus quand tu es à la maison, on dirait que ça peut être un réflexe plus facile à développer. Puis ça, c'est ma perception, là. Non, mais je peux te confirmer. En fait, quand on travaille à former des équipes virtuelles, ce qu'on essaie de mesurer, c'est le niveau d'énergie des gens par rapport à la production, tu sais, de ce qu'ils ont à faire. Puis là, c'est relatif à chaque personne. Fait que ce qui devient intéressant, c'est de se connaître. Puis là, tu parles de la technique Pomodoro, mais il y en a bien d'autres. Dans le fond, à la base, c'est quoi mon niveau d'énergie, puis où mon cycle d'énergie? Il y en a qui sont à démarrage lent dans une journée, puis sont hyper productifs en après-midi. Mais en fait, ce que ça l'amène chez l'employeur, c'est cette pression-là. La pression de connaître le cycle d'énergie de ton employé. On s'entend-tu qu'il y a 3 ans, on ne parlait pas de ça pantoute. Là, on doit le savoir. Fait que c'est ces changements-là au niveau de la psychologie ou de l'interaction, une espèce de niveau de conscience un peu plus élevé. Là, j'ai un humain qui interagit dans son environnement. OK, il y a son fils qui arrive de l'école, je sais vers telle heure. Fait que c'est cette notion-là d'adapter le rythme de travail en fonction des individus pour en arriver à des livrables communs. Mais on arrive à des enjeux là, tout à fait importants. C'est la gestion de l'information. Puis le suivi de l'information. Est-ce que j'ai la bonne information, les bons outils pour faire le travail? Là, je sais qu'ils en ont plein, en fait, qui, comme entrepreneurs, qui ne sont pas prêts du tout à virtualiser leur milieu de travail, tout simplement. Et en gros, c'est une belle introduction par rapport au télétravail. Si on parlerait du deuxième sujet, actuellement, on a parlé que les habitudes de consommateurs changent radicalement. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Comment on doit adapter les entreprises? Comment, en tant que PME, je m'adapte? Comment j'adapte mon modèle d'affaires par rapport à ce nouvel environnement-là, puis même le futur? Là, actuellement, on a différents types d'entrepreneurs. S'il vous plaît, dans les discussions, dites-nous dans les commentaires votre industrie. On pourra peut-être donner des exemples, mais si on est un restaurant, si on est un mécanicien, si on est un psychologue, si on est un expert RH ou encore en finance, comment j'adapte mon modèle d'affaires par rapport à ce qui se passe? Je pense que, on parlait de virtualisation, il faut penser out of the box. J'ai 2 choses à dire à ce sujet-là. Par exemple, hier, on en a parlé avant de commencer le live, là, mais hier, sur un groupe Facebook d'entrepreneurs, il y a quelqu'un qui a un centre de massothérapie qui dit « je vais faire faillite, les gens ne peuvent plus se déplacer. » Je dis « Oui, mais si tu faisais une formation en ligne, comment faire des massages, il me semble que c'est le temps. » J'ai le temps là, de passer du temps avec ma blonde, c'est le temps de prendre ce genre de formation-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'industries qu'on peut créer un deuxième modèle d'affaires temporaire qui va peut-être finalement être votre modèle d'affaires principal après la crise, hein, qui sait. Mais il faut penser out of the box. Ça, c'est clair et net. Puis, tu parlais tout à l'heure, Alexandre, des communications aussi en période de crise. Tous les commerces traditionnels, brick and mortar, là, je veux dire, ils basent leur stratégie souvent sur location. Hein? Fait que on a un magasin de vêtements qui est au coin de telle rue, les gens passent, on sait qu'il y a X dizaines de personnes qui vont entrer dans le magasin par jour, etc., etc. Mais là, on est sur Internet, c'est plus comme ça. On part un site Internet, puis c'est comme si on était au fond du 3e rang à Saint-Chosebin. Fait que il faut faire notre place, il faut amener le trafic, puis Phil, tu le sais, là, les gens vont sous-estimer, tous les propriétaires de sites web, là, ils vont sous-estimer ça, ils vont se dire, je vais me lancer un site web, puis les gens vont venir. L'ère du build it and they will come, ça n'existe plus. Hein? Alors, moi, ce que je propose, puis les gars, vous pourrez me challenger là-dessus si vous voulez, mais
c'est que dans cette période-ci, il faudrait être 2, 3, 4, 10, 20 fois plus présent en ligne en termes de communication qu'on l'était avant la crise. Bien, moi, je trouve que ça revient au concept. Nous, on a travaillé, on est quand même une entreprise qui est sur un vaste territoire. Là, on dessert autour de 1000 km². C'est sûr qu'on est un peu partout. On a déjà une très grande virtualisation de nos processus d'affaires, notre manière de communiquer. Mais ça entraîne des changements en ce moment très court terme. C'est au niveau je parlais tantôt de la méthode de facturation. Tu sais. Moi, ça me fait penser à ce que je disais, c'est qu'on commence à faire du paiement plus en direct par rapport à. Parce qu'on a aussi un enjeu, c'est que les gens n'auront pas d'argent. Nos clients vont avoir des problèmes de cash flow. Fait que ce qu'on essaie de faire, c'est plutôt que d'envoyer une facture, puis que là, on étend le délai de traitement de 10, de 15, de 20 jours, ben, nous, c'est un conseil qu'on vend. Fait que c'est sûr que quand tu vends du conseil, ben, tu le facturer immédiatement, puis pour qu'on ait, dans le fond, comme une notion d'une transaction, tu sais, puis d'une valeur réelle accordée immédiatement. Puis ce que j'ai vu aussi, ce qu'on a commencé, puis ce qu'on va commencer à faire, c'est la production de e-books informationnels. Dans le fond, c'est ce que dans le conseil que nous, on fait, c'est qu'on donne de l'information, de la générosité, puis transfère. C'est cette présence-là, dans le fond, pour devenir un peu un expert de contenu, qui finalement, puis d'avoir cette certaine crédibilité-là. C'est une des choses que nous, on fait comme entrepreneurs en ce moment-là. C'est un point hyper important. Là, on parlait de si vous donnez un service, de se faire payer immédiatement, parce que c'est pas mieux de donner un service, vous n'êtes pas payé. Et le deuxième point que tu as dit, Patrick, hyper important, là, on parle d'améliorer votre marketing web. Commencez, c'est le moment d'améliorer votre marketing web. Vous êtes chez vous en ce moment. Investissez du temps, faites une offre de e-book, restez en contact avec votre clientèle et avec vos autres. On va en parler tantôt, comment garder le contact avec votre clientèle, parce qu'ils ne viennent plus chez vous. Des deux points hyper intéressants, Pat. Si on parle de notre industrie, par exemple, qui va très mal, les gyms, les yogas, par exemple, il y a plusieurs plateformes qui permettent de donner des formations, des trainings à distance. Donc, moi, si je veux faire mon yoga de façon virtuelle, au lieu de payer 30$ 2 fois par mois, ben, je peux le faire de chez moi avec un abonnement à 25$ par mois. Il y a un exemple, une entreprise au Québec qui s'appelle Sony.tv qui font maintenant du yoga à distance. C'est une plateforme comme Teachable que vous connaissez. Tu vas peut-être en donner différentes plateformes, Phil. Mais tu fais ta formation, tu uploads tes vidéos, les gens payent facilement pour leur abonnement. Et du jour au lendemain, vous pouvez commencer à virtualiser votre business. Puis, ça va être un second, voire principal revenu après la crise pour vous. Absolument. C'est vraiment le modèle de comment je peux dire ça, de coaching en ligne ou d'information en ligne, soit en live ou en préenregistré, en séance, whatsoever. Ça va devenir vraiment quelque chose de commun. Puis on voit que c'est en forte croissance aux États-Unis depuis plusieurs années. Justement, ça a donné naissance à des nouvelles plateformes parce qu'avant, soit il fallait coder ça soi-même ou faire ça sur WordPress. Maintenant, il y a des plateformes qui sont dédiées comme Thinkific, comme Teachable, comme Kajabi également, qui sont vraiment des plateformes très simples à utiliser où monsieur, madame, tout le monde peut s'ouvrir un compte, commencer à enregistrer ses formations, peut donner aussi des documents directement que les gens peuvent télécharger à même ça, puis charger aux gens aussi simple qu'un 2, 3, 4 quasiment. Là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça ne demande plus, ça vient démocratiser. Je dirais un peu ce que Shopify a fait avec le commerce électronique. Donc, on démocratise une plateforme, on la rend accessible. Donc, n'importe qui, avec un petit peu de formation, peut être up and running quasiment la même journée, puis commencer à vendre à leur entourage aussi, comme s'ils investissent en marketing, à beaucoup plus de gens. Puis, comme tu disais, ça va donner naissance à des nouvelles business, mais ça peut être un excellent support aussi pour des business qui sont actuels et même dans le e-commerce. Il faut toujours penser à qu'est-ce qu'on peut donner de plus que la personne va valoriser en termes de contenu supplémentaire? Qu'est-ce qui peut l'accompagner justement? Puis, ça peut être des fois des petits abonnements à 5$ par mois, comme s'il y a quelque chose d'un peu plus complet, plus technique, où vous voyez que la valeur perçue est beaucoup plus grande, mais ça peut être beaucoup plus cher. Donc, vraiment, la question, c'est qu'il y en a en fait, la réalité, c'est qu'il y en a pour tous les prix, mais il faut juste se positionner avec un produit qu'on sait qui va répondre à la clientèle et qui va leur donner de la valeur au bout du compte. Je vois là, dans les commentaires, je m'amuse à lire les commentaires depuis tantôt, là, il y a beaucoup de monde qui
cherchent de la créativité pour migrer leur domaine d'affaires, leur modèle d'affaires pendant la crise. C'est pas aussi difficile que vous pouvez le penser. Phil a donné un bon exemple, puis il y a quelqu'un qui a demandé de renommer les plateformes qu'on a nommées. Fait que j'en profite pour les renommer. On a parlé de Teachable, on a parlé de Kajabi pour des formations en ligne. Il y aurait peut-être même ClickFunnels, là, d'une certaine manière, pour ce qui est des formations en ligne. Mais ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que pour migrer votre domaine d'affaires vers quelque chose d'un peu plus qui peut fonctionner pendant la crise. Il y a quelqu'un qui parlait de dentiste. Il y a une artiste qui disait j'aimerais ça avoir des idées parce qu'il n'y a plus personne qui va acheter mes œuvres. Il y a quelqu'un qui disait j'ai un centre de trampoline, etc., etc. Voyez à quel type de clientèle vous adressez normalement. Le parc de trampoline, mais probablement que vous vous adressez, c'est des activités pour enfants nécessairement, mais vous vendez aux parents parce que vous n'avez pas le droit en théorie de faire de la publicité pour les enfants. Alors, est-ce que vous pouvez développer un nouveau produit? Est-ce que vous pouvez développer un nouveau produit virtuel, un peu comme Phil disait tantôt? Est-ce que vous pouvez développer un nouveau produit physique? Est-ce que ça peut être des trampolines que vous envoyez par la poste aux gens puis que vous vendez les trampolines sur un site web? Ça peut être ça. Ça peut être des activités pour enfants que vous vendez. Ça peut être des jeux. C'est la même clientèle. C'est le même type de besoin qui est de entertainer les enfants. Essayez d'être créatif de ce côté-là. Je voyais l'artiste qui cherchait des idées aussi. Bien, peut-être qu'elle pourrait faire des livres à colorier pour enfants avec des œuvres d'art, des grands peintres mondiaux, puis pour essayer d'enseigner aux enfants c'est quoi les grandes œuvres qui sont connues actuellement. Mais essayer d'être créatif, il y a un monde d'opportunités. Puis j'ai l'impression que les gens, nous, c'est parce qu'on est déjà en commerce électronique, là, on est déjà en marketing web, fait qu'on les voit ces choses-là, mais essayez de vous dire, OK, qu'est-ce que je pourrais développer à court terme, assez facilement, qui s'adresse à la même clientèle que j'aurais sinon eu à mon commerce traditionnel. C'est quoi les questions que les gens ont habituellement? Ils m'appellent puis ils me posent des questions. Ben, peut-être que je peux faire un produit qui répond à ces questions-là puis qui va être virtuel. Un beau produit où je vais avoir 100% de marge. C'est pas pour rien, comme Phil disait, que ce genre de produit-là virtuel est en très, très, très forte croissance aux États-Unis, et ça depuis plusieurs années. Et ça continue encore aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des belles marges de profit à faire. Si vous êtes un entrepreneur, de grâce, profitez de la situation. Et en final, il faut s'adapter, innover. Et comme a dit David, Phil, pensez à n'importe quelle façon vous pourriez vendre vos services à distance, en shipping, de façon virtuelle. Je vais donner des exemples ici. Aussi au Québec, beaucoup de monde font ça. Les restaurants se sont, adaptés pour être du prêt à manger de luxe, là. Donc, exemple, au lieu de payer 50 $ le couvert, par exemple, ben, tu payes 25 $ le couvert, mais c'est shippé directement chez toi. Tu le prends en take-out. Alex, petite anecdote, là, mais dans mon coin, il y a un truc, il y a un vignoble qui s'appelle le vignoble du Ruisseau. C'est vraiment comme super haut de gamme, même peut-être un peu too much, là. Puis ils font une cabane à sucre, un peu à la cabane à sucre du pied de cochon, généralement. Puis à chaque année, on essaie d'y aller. Cette année, ma blonde avait oublié de réserver. Mais là, ils ont écrit sur Facebook qu'on pouvait aller chercher de la cabane à sucre pour emporter. Alors, on a sauté sur l'occasion. Tout un festin, mon gars, parce que là, ils savent qu'ils avaient acheté toute cette nourriture-là pour du monde qui serait allé au commerce. Mais là, il faut qu'elle passe, cette nourriture-là. Fait que les clients qui prennent la peine d'y aller, ils en donnent pour leur argent et même plus. Puis là, moi, je me disais, ben, tu sais, c'est en campagne, là, c'est quand même assez loin. Le cellulaire ne rentre même pas quand on est là. Alors, je me disais, il n'y aura pas vraiment qui vont prendre la peine d'y aller. Ben non. Ben là, on a dit, j'ai fait la file pour aller chercher mon lunch. Fait que tu parles d'un bon exemple de commerce qui s'est transformé. Ce que je regardais, puis je ne vais pas faire un grand lien, mais tu regardes la croissance de GoodFood en ce moment. Tu sais, GoodFood, juste en termes ils ont embauché de la main-d'œuvre en ce moment. C'est un service essentiel. Puis j'ai toujours dit qu'en affaires, tu peux faire profiter d'un grand pour pouvoir agir dans le même sens. Puis, tu sais, GoodFood ont peut-être, oui, des recettes, puis ils ont toute l'infrastructure pour répondre à une demande facilement, mais il y a moyen, avec peu de frais, de créer un site transactionnel, puis de faire la même chose. Puis d'aller moi, je pense que l'effet de communauté est encore plus important dans ce qui s'en vient. Puis, tu sais, le consommer 50 km, puis te positionner. Tu sais, je pense que le marketing de proximité, puis je ne sais pas ce que vous en pensez, puis c'est juste des idées qui sortent comme ça, là, parce que je vous écoute, puis ça me passionne. Puis là, j'essaie de voir, moi je ne suis pas dans l'alimentaire, mais
mais j'ai l'impression que je veux rejoindre dans 50 km du monde qui pourrait aimer avoir mes services là, aux entreprises. C'est certain qu'il faut jouer sur le local. Actuellement, on vit une crise autant au Québec ou encore en France, en Belgique, dépendamment où vous êtes situé. Actuellement, le monde veut supporter et protéger leur magasin du coin, leur restaurant du coin. Donc, n'hésitez pas à le faire exactement comme la Cabane à sucre, un restaurant d'érable qu'on a ici au Québec. David, ils ont tout le monde de la région a fait la lignée pour pouvoir manger. Donc, dans vos communications, tapez là-dessus sur le local, le hyper local. C'est une très bonne idée. Par rapport, on n'a pas parlé d'e-commerce, mais c'est le moment d'ouvrir son e-commerce à la Shopify. Phil, mais par contre, c'est dur des fois de faire un e-commerce qui convertit. Qu'est-ce que vous pensez d'avoir des gens qui disent « Contactez-moi, je vais vous conseiller par téléphone le bon produit, puis je vais vous l'envoyer par la poste. » Qu'est-ce que vous en pensez à propos de ça? Ben, c'est ça. Moi, je mets ça dans la catégorie des low-hanging fruits, dans le fond. Si vous n'avez pas le temps, la patience, l'énergie, l'argent, ben oui, tu fais du cold call direct ou tu te places une ligne téléphonique, puis tu dis à tous tes amis de partager ta promo sur les médias sociaux. Il faut toujours regarder qu'est-ce que tu peux faire à court terme où tu peux avoir le plus d'impact, puis après ça, tu build up là-dessus. La problématique aussi, c'est que si tu es dans un univers ou un monde où il y a beaucoup de compétition, puis tu décides de ne pas être, toi, assez proactif ou assez compétitif, ben, tu risques justement de te faire manger par les autres. Donc, tu sais, c'est important de faire la balance. Donc, tu sais, quelqu'un qui a déjà peut-être, qui a de la cabane à sucre, il est déjà super présent sur Internet, il fait de la grosse pub versus le gars qui a mis sa ligne téléphonique puis qui dit à ses amis, « Hey, passez le mot », ben, c'est sûr que le gars qui a mis la pub, il va avoir beaucoup plus de succès plus rapidement. Puis ben, c'est ça, tu sais, dans le fond. Donc, il faut voir à quel point tu es prêt à embarquer. Mais si tu y vas, moi, je me dis, en général, surtout dans une situation comme ça, puis dépendant du type, mais c'est un produit de cabane à sucre, let's go, on y va. Parce que l'opportunité est là. Les gens, il y a des gens qui sont habitués d'y aller d'année en année, puis là, ils se disent, ah, ben là, on ne pourra pas le faire. Ben non. On peut te le faire, on va te le faire livrer ou tu peux venir le chercher. Tu vas avoir le même festin, encore plus fun avec tes amis, ta famille. Ben, en fait, peut-être pas tes amis, là, mais ta famille immédiate. Avec tes amis. mais tu as raison, Phil. Puis ça n'a pas besoin d'être virtuel. C'est pas de la commande en ligne, c'était de la commande téléphonique. C'est juste qu'ils l'ont annoncé en ligne. Ouais, c'est ça. Une façon d'annoncer en ligne, là, on peut le poster sur les médias sociaux, mais des gens, actuellement, c'est possible de créer tout simplement une page web, une landing page qu'on appelle, comme chez LeadFox, que vous mettez votre information avec un formulaire. La personne dit, hey, je vais aller chercher ça, avec des drop-downs, simplement c'est quoi en français, drop-down? Des combo box. Ouais, je sais pas. Des champs que tu peux sélectionner dans un formulaire et la personne le remplit. Vous recevez un email, vous préparez la commande, vous appelez la personne. Donc, vous se virtualisez grâce à une landing page, c'est possible. J'ai une idée, par exemple, pour une entreprise de Sherbrooke qui vend de la bière maintenant en canette, ça s'appelle le Ciboire. Mais là, je me suis dit, pourquoi ils ne font pas une landing page qui disent commandez 25%, dites-nous quelle bière que vous voulez, on prend la commande, on vous la prépare et venez la chercher. Donc, se virtualiser grâce à une landing page, ça peut être très facile. Et surtout, après, le monde peut partager la page et pour s'encourager. Je peux vous parler de quelque chose que j'ai vu comme initiative aussi, mais ça va faire un lien entre eux autres qui ont un site transactionnel, c'est une clinique vétérinaire. L'enjeu, c'est que les animaux continuent à avoir des problèmes aussi, puis c'est un service qui n'est pas nécessairement jugé essentiel. Puis ce qu'ils offrent à leurs clients, c'est un protocole de sécurité complet. En fait, ils arrivent avec un masque, ils arrivent entièrement protégés. Ils ne sont pas très beaux à voir. Tu as l'impression d'être dans E.T. un peu. Bon, pour les plus anciens, E.T., c'est un extraterrestre venu de la Terre, venu de l'espace, puis que tout le monde était bien déguisé. Mais ce que je vous amène, c'est qu'il amène une garantie d'une protection, dans le fond, d'un protocole de sécurité pour offrir le service. Ça, c'est un changement, mais ça veut dire c'est mettre de l'avant des notions sécuritaires dans ton comportement de service, ce qu'on n'avait pas vu avant officiellement. Je vais juste vous donner un exemple d'innovation, de transaction à service en personne, mais blindé. En parlant de virtualisation, il y a l'autre sujet qu'on allait parler, c'était garder le contact avec sa clientèle. Parce que toute la clientèle en tant que magasin, en tant que service, c'est un actif
Et actuellement, il faut continuer de leur parler. Imagine là, les commerces, là, toutes les compagnies, là, B2B, B2C. Imagine là, ceux qui doivent fermer là, ce soir à cause de la nouvelle règle au Québec, là, ou en France aussi, là, c'est la même chose. Ceux qui doivent fermer, puis que là, ils vont se taire complètement puis arrêter de parler à leurs clients. Imagine, qu'est-ce qui va se passer quand tout va recommencer la vie économique? Vous allez être, vous ne serez plus top of mind. Ça va être le contraire. Moi, je dis qu'il faut être là, puis il faut être encore plus là pour que les gens se rappellent de nous. C'est pour ça que si vous pouvez trouver une façon de les convertir autrement, c'est vraiment l'idéal. Mais communiquer, médias sociaux, email, communiquer. Il faut que les gens se rappellent de vous. C'est essentiel. Sinon, vous allez complètement disparaître quand la reprise va avoir lieu. Je pense que le point on ne peut pas le marteler plus que ça. Moi, ce qui me fait... à chaque fois, ça m'interpelle lors des crises parce que je l'ai vécu vraiment directement sur mon entreprise 2 fois par année. Un, comme directement, ça m'a impacté. Cette fois-ci, ça ne m'impacte pas. C'est l'inverse que ça donne. Mais à chaque fois, les grosses entreprises, ils arrêtent de mettre du budget dans les médias. La première chose qui coupe, c'est le marketing, c'est les communications. Puis ça, c'est la pire chose que tu peux faire parce que, comme tu disais, David, les gens vont commencer à t'oublier. Imagine-toi si demain matin, Coke arrêtait de faire la publicité. Qu'est-ce qui se passerait? C'est qu'il perdrait justement sa position contre Pepsi, puis Pepsi pourrait reprendre le marché facilement de ce côté-là. Fait qu'à chaque fois que vous arrêtez dans un grand moment, vous laissez une grande porte ouverte pour que le compétiteur vienne prendre votre place. L'autre chose, c'est qu'en ce moment, pour faire un espèce de parallèle, c'est que vu que les gros, puis ça doit être pris comme un avantage, vu que beaucoup de grosses entreprises ont cette mauvaise façon de faire et qui retirent toutes leurs billes publicitaires, il y a un gros trou. Donc, ce qui se passe, parce que tout le système de publicité marche par comment on appelle ça, des enchères. Donc, ça fait en sorte qu'il y a moins de personnes aux enchères qui sont là pour acheter la publicité et ça fait en sorte qu'il y a un énorme espace à combler. Donc, en ce moment, on est en train de profiter de coûts par acquisition comme il se faisait il y a peut-être maintenant 2013-2014 à peu près, donc ça fait un peu plus de 6 ans. On retrouve à peu près les mêmes coûts par CPM, les mêmes coûts par clic parce que tout le monde a décidé de partir, ce qui fait en sorte que pour les entreprises où ils voyaient leur coût d'acquisition augmenter les dernières années, bien là, c'est le temps d'investir parce que vous allez pouvoir acquérir de la clientèle qui sont super captive, la clientèle captive à un moindre coût et bâtir votre auditoire, bâtir votre clientèle et spinner ça par la suite. Là, tu parles d'une opportunité. Les coûts publicitaires baissent actuellement. Si vous le pouvez, commencez à faire la publicité web. C'est hyper intéressant. Il y a vous le pouvez. Vas-y, Dave. Non, mais Alex dit si vous le pouvez. Je veux dire, faites-le. Si vous le faites pas, vous pouvez le faire. C'est ça, là. C'est que là, tu as une certaine forme de liquidité. Tu sais, vous avez tout le monde vu là, que c'est quoi? C'est une petite entreprise sur 2 au Québec risque de fermer puis de faire faillite si ils perdent au moins 75% de leur chiffre d'affaires pendant 30 jours. C'est une affaire de même, là, je ne me souviens plus des vraies statistiques, toujours est-il. C'est très difficile pour les petites entreprises, petites et moyennes entreprises, mais c'est parce que si vous n'investissez pas maintenant, bien là, vous n'en aurez plus de liquidité pour vrai là, dans 2, 3, 4 semaines. Là, parce que vous allez vous en servir pour payer les derniers employés, payer votre loyer, tout ça. C'est qu'il faut c'est une opportunité, là, il faut investir. Soyez le Pepsi qui veut prendre la place du Coca-Cola en ce moment. Exact. J'ai envie, mais je ne veux pas vous sortir du sujet parce que je sais que vous êtes passionnant, mais tu sais, je suis un gars d'RH à la base. Je peux vous dire aussi que des clients qui ont compris que, dans le fond, c'est le temps d'investir dans la main-d'œuvre et dans la clientèle. Ils font les deux en même temps. Pour moi, la gestion des employés aujourd'hui, c'est comme la gestion des clients. Fait que c'est une super occasion pour vraiment, pas tant renouveler ta base d'employés, mais d'aller chercher les bonnes personnes. Puis d'investir dans ça, de les garder en ligne, de les garder prêts pour ça, de leur parler du modèle d'affaires, de leur parler de vos idées, puis de montrer que vous êtes proactif justement dans une période de crise, bien, ça fait de l'attraction de main-d'œuvre aussi. Je veux dire que c'est un effet bénéfique pour les deux bords, ça.
Ah ben, tu touches quand même un point intéressant, Patrick. Les RH, là, il y a eu quoi? 1 million de demandes de chômage la semaine dernière. Ça veut dire qu'il y a bien du monde qui deviennent disponibles. Mais Autant là, en informatique, là, trouver un programmeur, c'était rare comme de la bip de pape, là, comme on dit, que là, il y en a. Moi, j'ai des amis programmeurs. J'ai des amis programmeurs qui ont perdu leur job temporairement. Temporairement, on ne sait pas combien de temps. Ben moi, j'avais plein de projets de programmation qui traînaient, là, des affaires qu'il fallait que je développe, là, ou des bugs à régler, des affaires de même. Ça traînait. Là, tout le monde est disponible. Let's go, faites-le. Si vous aviez de la R&D à faire, c'est le temps. Je ne sais pas ce que tu en penses, Patrick. C'est-tu un bon temps pour embaucher ou il faut être complètement écervelé pour... Non. Écoute, nous, on est... quand je dis que je desserre une base de 160 clients, là, 160 PME d'une taille d'à peu près 30 employés en moyenne, là, puis on regarde ceux qui... je te dirais qu'il y a un 20 à 30 de ceux qui sont vraiment en période d'embauche. Moi, mes chasseurs de tête puis mon équipe de recrutement, elle travaille à temps plein en ce moment. Puis même, c'est encore plus facile parce que tous les gens sont à la maison. On peut les rejoindre. Puis les gens ont plus de temps qu'on pense parce qu'ils ont le temps d'entendre des offres qualitatives davantage que quantitatives. Avant, on était plus sur le quantitatif dans une période de pénurie de main-d'œuvre. OK, si tu dis 10% le plus cher, là, c'est non. Parle-moi un peu de la business, parle-moi de l'avenir, parle-moi de leur vision, parle-moi de comment ils voient la conception, par exemple, le développement de leur marketing, le développement de leur vente. Ils sont davantage intéressés à des entreprises qui ont une vision de marché de 3 ans, 5 ans, parce que là, ils ont vécu la rupture avec leur employeur. Il y a certains employeurs qui ont, ce qui était ressorti dans le fond, leurs valeurs qui ne sont pas nécessairement à la bonne place. Fait qu'il y a une remise en question du lien de confiance et c'est un excellent temps pour le faire. Mais ça prend quand même, ce que je vous dis, c'est que il y a la situation du cash flow qui est à protéger avant, là, mais il ne faut pas faire des fausses promesses non plus. Puis la relance, ben là, elle peut tarder aussi. Donc, il y a cet enjeu-là en ce moment, on a beaucoup d'impondérables quant à l'évolution de la pandémie, mais qui est quand même une très bonne occasion de garder des clients en ligne, d'acquérir des nouveaux clients et d'acquérir des nouveaux employés en les gardant en ligne aussi. C'est quand même hyper intéressant au RH de pouvoir capter des nouveaux talents. Pour finaliser, les gars, avec le sujet, là, garder contact avec sa clientèle. Actuellement, si on parle, on nomme publicité Facebook. Actuellement, c'est le moment de commencer à faire de la pub, les envoyer sur des landing pages, comme on dit plus tôt, ou sur votre site web. Les emails, excusez-moi, là, mais si vous êtes d'accord, les gars, actuellement, si vous avez une liste d'emails de vos clients quelque part dans un fichier Excel ou encore dans votre ERP, n'importe quoi, trouvez-les maintenant. Mais c'est sûr que je vais faire une parenthèse là-dessus. Alex, je ne sais pas ce que tu en penses. Là, moi, je reçois des emails comme en fou parce que, comme j'en envoie beaucoup, je m'abonne à toutes les listes d'emails. D'ailleurs, vous pouvez m'abonner si vous voulez. Là. Mon adresse email est facile à trouver sur le web. Toujours est-il, je reçois beaucoup de marde. Peux-tu le dire? Excuse-moi d'avoir dit ça sur la page Facebook d'Elite Fox. Mais je reçois beaucoup de mauvais emails. Je veux dire, c'est pas intéressant. Moi, là, la semaine passée, cette semaine, ma priorité, là, c'est trouver une façon de pouvoir travailler avec mes enfants qui sont là et qui veulent tout le temps venir puis que je les vois passer devant mon bureau. C'est de qu'est-ce que je vais faire avec. J'ai des entreprises qui vont bien, j'ai des entreprises qui vont moins bien. Qu'est-ce que je vais faire? Ça fait que j'ai l'impression que le contenu que je reçois n'est pas vraiment intéressant ces temps-ci. As-tu des idées, toi, de contenu, Alex, que les gens, quelque chose d'un peu plus générique, là, que les gens pourraient envoyer? On a écrit un blog qui est lancé aujourd'hui, mais à la base, premièrement, on est humain, OK? Premièrement, c'est une crise humaine. Il faut être humain et parler de la situation avec votre clientèle. Voici ce qu'on fait actuellement pour s'adapter à la crise. Voici comment on est là pour vous. Le côté humain, c'est la première chose à mettre en place. Par la suite, des trucs par rapport en tant qu'expert à dire aux gens. Et bien sûr, on a parlé plus tôt de se virtualiser, mais là, tenir les gens au courant par rapport à comment on va les aider. En tant qu'entreprise, on a toute une mission à être, une mission d'entreprise pour notre clientèle. Pendant la crise, c'est quoi notre mission? C'est important de le communiquer et de le dire aux gens parce que moi, si mon travail, c'est d'aider les gens à être plus en forme et en santé avec le yoga, ma mission right now, c'est de le faire durant cette crise-là de façon virtuelle. Donc, communiquer la mission, communiquer où est-ce qu'on s'enligne et qu'est-ce qu'on va offrir pour aider, je crois que c'est une énorme base à faire en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses?
Bien d'accord. Je pense que ça part toujours de l'expérience client. Tu sais, comment tu le vois, comment tu le traites. Puis, tu sais, on parle souvent de personnalisation, mais de la personnalisation, c'est pas juste dire, hey, salut Pierre, j'ai vu que tu avais fait ci. Non, tu sais, c'est comme, qu'est-ce qu'on peut faire pour être beaucoup plus proche de lui? C'est quoi l'histoire qu'on peut lui raconter pour que lui se sente interpellé? C'est vraiment là qu'on est aujourd'hui. Tu sais, on parle plus de l'ère du storytelling, comme on dit, que juste on t'envoie une promo, on te market toujours la même affaire, comme tu disais. Il y a beaucoup de crap, pour reprendre tes mots en anglais. Mais en vrai, Phil, le storytelling, quelle bonne affaire. Ouais, oui, t'as raison. Donc c'est important, tu sais, quand on pense justement au comportement courriel puis aux séquences qui doivent en découler, tu sais, c'est ça qu'on veut. Tu sais, même avec les marques, si on se met un pied en arrière, on voit beaucoup maintenant de propriétaires se mettre de front parce que c'est justement ce que les gens veulent créer. En fait, c'est créer une proximité avec une vraie personne, surtout dans l'ère du numérique. Puis aujourd'hui, bon, avec qu'est-ce qu'on vit, ben on veut savoir qu'il y a vraiment quelqu'un au bout de la ligne puis que c'est pas juste un robot. Tu sais, c'est beau tout ça, les histoires de chatbot puis d'automatisation, mais y a-tu quelqu'un de vrai? Puis c'est ça que les gens ils veulent faire, ils veulent dealer, ils veulent se retrouver un peu comme autrefois. Tu sais, quand tu allais à ton magasin général puis tu jasais avec monsieur, madame, tout le monde, mais ils veulent voir de façon virtuelle. Fait qu'il faut être capable de pallier à ça avec la technologie qu'on a, tout en ce que ça soit que ça reste très simple, dans le fond, dans l'approche. Les courriels, la grosse problématique, c'est que ce qu'on voit des grosses compagnies, puis en ce moment, là, je te dirais, là, ça pleut. Là, entre les messages du COVID-19 puis des promotions et des ci et des ça, c'est toujours la même affaire. Fait que ton email, là, tu le skippes vraiment vite de ce côté-là. Donc, ta communication, elle ne se fait pas, ton taux d'ouverture ne se fait pas, tes click rates ne se font pas. Et tu brises en fait le lien que tu as avec le client et même des fois jusqu'à briser le lien de confiance parce que ça ne les interpelle plus du tout. Donc, c'est bien important de des fois pas prendre un œil marketing ou un œil vendeur, mais plutôt l'œil client puis de se dire, OK, moi, si j'étais dans la peau de telle personne, puis j'achetais tel type de truc, puis je voulais faire affaire, ou j'avais une entreprise telle, qu'est-ce que j'aimerais, dans le fond, qu'on m'envoie comme information, tu sais? Puis c'est là qu'on apprend à doser, en fait, le type, la qualité, l'histoire qui vient avec, et tout cette enveloppe-là, dans le fond. Je peux-tu ajouter quelque chose? Parce qu'au niveau du service, ce qu'on a fait, nous, puis ça a eu un impact depuis la semaine dernière, on a une base, comme je disais tantôt, on a une base de 160 clients, mais on s'est divisé à 4, puis on les a appelés tout le monde. On les a tous appelés, même si, parce que des fois, on a des clients qui ne sont plus clients, parce qu'on fait un mandat, puis c'est terminé. Puis, on leur a pas envoyé un courriel, on a laissé un message sur leur boîte vocale cellulaire en disant, on a une demi-heure à t'offrir pour parler de ce que tu veux. On veut te l'offrir personnellement. Puis, notre taux de réponse là, a été autour de 80%. Fait que ça nous a tenus occupés toute la semaine dernière, puis jusqu'à encore récemment. Mais on ne fait pas d'argent avec ça. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est donner pour recevoir un jour. Parce qu'ils savent très bien que ça va se repasser. Fait que des fois, on ne monétise pas tous nos comportements, mais on monétise nos valeurs peut-être au bout de la ligne. Oui, je pense que c'est un bon point. C'est d'autant plus important. Tantôt, on parlait de trouver des façons peut-être de monétiser rapidement, de se retrouver pas le bec à l'eau. Mais pour certaines entreprises, c'est pas la monétisation la solution, mais c'est justement de garder la connexion humaine durant ce moment-là. Ça a beaucoup plus de valeur, certainement quand il va y avoir un retour. Donc, il faut penser un peu, des fois, un peu plus long terme, là. C'est hyper important. Donc, gardez le contact. Les gars, vous avez des idées intéressantes. Gardez le contact avec vos gens de façon humaine. Right now, si vous avez, pour résumer un peu la discussion, là, maintenant, vous avez du temps en tant qu'entrepreneur, en tant que propriétaire d'entreprise. Qu'est-ce que vous devez faire? Bien, profitez de la publicité web. Commencez à faire des communications hyper humaines par rapport à ce que vous vous enlignez. Faites du storytelling, mettez-vous à la place de votre personne. Donc, importez vos emails. Aussi, vous pouvez commencer à capturer des nouveaux emails. C'est stupide, mais votre page Facebook, des gens vous suivent actuellement. Faire l'appel, là, puis dire « Hey, je veux t'aider par rapport à t'offrir une offre de conseil gratuit ou autre. Je vais avoir ton email pour continuer à avoir un lien avec toi durant les prochains mois. » Ça peut se demander aussi.
garder une relation avec. Et là, Pat, tu as parlé d'inbound marketing, c'est hyper intéressant. Je veux dire, je t'offre une offre, tu as parlé d'e-book tantôt. Vous avez du temps maintenant, créer un e-book sur 2-3 pages par rapport à vous qui vous place comme un expert. Et les gens vont se rappeler de vous et même acheter votre nouveau produit maintenant que vous êtes virtuel. Ben nous, vas-y, excuse. Mais je vais résumer un peu, puis ce que aussi Pat a fait, c'est les résumer par une formation gratuite de 15 minutes pour t'aider et t'aiguiller. C'est très bon. Tout ce qui est de la valeur pour votre personne, quand vous le donnez, vous prouvez que vous êtes un expert et vous aidez réellement et ça suit votre mission, ça vous revient tout le temps. Pat? Non, mais je veux dire qu'on avait aussi, je vais donner un exemple de choses qu'on n'aurait jamais fait, parce qu'en fait, c'est un peu prendre le temps de faire les choses qu'on n'a pas le temps de faire. Puis en fait, c'est de s'arrêter, c'est comme un répit finalement. Puis je ne sais pas, comme entrepreneur, j'ai toujours beaucoup de choses que je fais à la dernière minute, puis qui sont pour le développement de mon entreprise, disons non direct, non pas l'acquisition de clientèle ou le service à la clientèle. Ben là, étant donné qu'on est sur WordPress, on est allé chercher l'information pour mettre nous-mêmes nos textes, produire nous-mêmes. Habituellement, on le déléguait. Là, nous, on va le faire. On va l'écrire nous-mêmes. C'est parce qu'on voulait être plus efficace puis plus agile. Ben, c'est quelque chose qu'on a accéléré. C'est pas grand-chose, mais c'est ce qu'on veut communiquer avec notre clientèle. On veut montrer qu'on est des experts aussi, puis qu'on connaît ce qui se passe, puis qu'il y a des enjeux, qu'on est à l'écoute d'eux. Mais le web, pour nous, ça fait qu'on nourrit un peu notre base de connaissances. J'en ai parlé un peu tantôt, mais c'est notre façon à nous, parce qu'on vend de l'air, on vend des services. Là. Il y a d'autres manières, bien sûr. Il y a quelqu'un qui écrivait: le contact humain est très important pour moi, un accueil chaleureux pour mes clients est très important. Comment refléter cela en ligne? Bien, premièrement, si vous envoyez des emails, ça pourrait provenir d'une personne à la place de provenir du nom de votre entreprise. Ça, c'est un classique. Phil, tu le sais, hein, depuis des années aux États-Unis, ça marche comme ça. Moi, je fais ça depuis 2012. Donc, si ça provient d'une vraie personne, ça a plus de chances d'être lu. Si, comme Phil disait tantôt, vous faites du storytelling, puis vous parlez de votre expérience, puis de vous, puis de comment vous pouvez aider, ou comment vous avez aidé, ou une anecdote, bien là, les gens vont vouloir vous lire, puis ils vont créer, vous allez créer avec votre audience un lien avec les semaines, puis les années qui vont suivre. Je voulais donner un anti-exemple pour faire une anti-publicité à une entreprise québécoise, malheureusement, mais on parlait de publicité Facebook, là, puis de profiter des opportunités, puis on parlait aussi d'entrer en communication avec les clients. Moi, j'ai voulu acheter quelque chose sur StrucTube, puis là, j'arrête pas de voir de la pub de StrucTube sur Facebook, mais là, j'ai contacté leur service à la clientèle pour poser une question, puis ils m'ont répondu qu'ils étaient fermés. Alors, c'est un humain là, qui m'a répondu: nous sommes fermés. Là. Alors, j'ai répliqué au email, posant ma question. Je dis: ben là, si vous êtes un humain qui me répond, vous êtes peut-être en mesure de répondre à ma question pour que je puisse procéder à mon achat. J'ai pas eu de nouvelles. Fait que, je veux dire, c'est bien beau là, d'investir sur la publicité, mais il faut que de l'autre côté, vous ayez un service à la clientèle qui puisse répondre aux gens. Absolument. On va aller, ça suit un peu au prochain, c'est comment se préparer pour la relance. Et en résumé, les gars, là, la meilleure façon, d'après moi, de se préparer pour la relance, c'est en ce moment ce qu'on a dit plus tôt, se virtualiser, la communication, ramasser des leads, montrer qu'on est présent. Parce que quand la relance va redémarrer, si vous avez été absent dans l'esprit de tous les gens, excusez-moi, là, mais il y a des gens qui ne penseront pas à vous. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça, on en a parlé comme pas mal là, durant la dernière heure. Il faut communiquer, il faut être là, il faut être présent. Et il faut carry. L'exemple de Patrick était tellement bon. Là, je veux dire, moi-même, je n'ai pas fait ça. Là, communiquer avec mes anciens clients juste pour voir si tout est beau et si je peux les aider. La communication, c'est tout parce que si vous êtes un resto, vous êtes un dentiste, on avait ça comme exemple tantôt, vous êtes un magasin, puis que vous taisez complètement. La crise, là, il y a juste Donald Trump qui pense que ça va durer 14 jours. Le reste du monde le sait, ça va durer quand même plus longtemps que 14 jours, peut-être des mois, peut-être plusieurs semaines, mais en tout cas, certainement plus que 14 jours. Bien là, dans X mois, les gens ne se souviendront pas de vous. Puis là, vous allez devoir regagner vos clients un à un. J'ai vu quelqu'un qui a écrit ça, un de mes amis a écrit: je vais regagner mes clients un à un. Ouais, mais si tu es présent pour eux autres aujourd'hui, puis demain, puis dans une semaine, etc., ben, tu n'auras peut-être pas besoin de les regagner un à un. Ça, c'est très vrai. Donc, si on parle d'emailing, de générer des leads, de créer des e-books, faire comme a fait Patrick,
avoir une relation. Salut, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu veux passer une commande? Je peux te l'apporter. Commencer son e-commerce. Vous devez commencer à virtualiser parce que, sincèrement, j'exagère un peu, mais si on veut survivre maintenant ou après la crise, il faut s'adapter maintenant. On pose encore la question sur la publicité Facebook actuellement. Johnny Martin demande est-ce que la publicité Facebook est impactée? Phil l'a dit tantôt, ça coûte moins cher maintenant, donc c'est le bon moment d'en profiter. Mais Phil, je voudrais avoir ton opinion sur une affaire par rapport à la publicité Facebook. As-tu l'impression, parce que j'en ai pas fait j'ai pas créé moi de nouvelles campagnes depuis les 2 dernières semaines. Là. Je me demande, est-ce qu'on devrait avoir des stratégies différentes de messages? Puis ça va rejoindre aussi ce qu'Alex, on disait tout à l'heure avant de partir de Facebook Live, tu sais, au Québec surtout, il faut faire attention à ce qu'on dit pour ne pas avoir l'air trop de profiter de la situation avec la crise. Là-dessus, est-ce qu'on devrait avoir des messages qui sont différents? Puis as-tu des idées? As-tu eu le temps d'expérimenter depuis le début de la crise? Je te dirais que nos messages, en général, c'est toujours des messages qui sont, je dirais, personnalisés, qui sont en lien avec le produit. La pire chose que tu pourrais faire, c'est justement utiliser le COVID-19 pour faire une publicité. Utiliser un code de promotion COVID-19 pour une publicité. Ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Ça serait totalement mal vu parce que on aurait, en fait, la perception des gens serait que, bon, ils profitent de ça, du hype, et ils prennent ça trop à la légère. Et c'est certainement pas ce que tu veux. Il y a une approche en publicité qui est quand même importante, c'est que si ça ne t'affecte pas, l'important, c'est que tu restes quand même transparent en termes de soutien. Fait qu'il faut que faut que l'entreprise ait toujours l'impression qu'il soutient les gens qui sont là, mais il ne doit pas mentionner un événement. Tu sais, je te dirais que ça, c'est la meilleure ligne. C'est une ligne, je te dirais, où tu es dans le gris. Là. Tu veux pas aller trop sur le dessus ou sur le dessous. Fait que tu restes neutre et tu ne fais que focusser sur ce que tu as à vendre tant et aussi longtemps que ça n'a pas un impact négatif ou que quelqu'un penserait que tu profiterais de la situation. Le truc, c'est il faut continuer à faire de la publicité, il faut continuer à se positionner. Certainement, si vous avez des biens essentiels pour les gens, si vous êtes dans la restauration ou peu importe, même les vêtements, ça reste un bien essentiel, surtout pour le confort, pour que ça, côté psychologique, même la cosmétique, ça aide. Il y a un paquet de produits qui peuvent se justifier facilement. Maintenant, si vous êtes là, vous avez un produit qui est vraiment qui rentrerait pas, disons, là-dedans, puis bon, on pourrait explorer un peu plus ou creuser un peu plus le type de produit qui rentrerait pas. Ben là, peut-être que je prendrais un pied de recul, je continuerai à faire de la publicité, mais j'irai justement dans un mode beaucoup plus brand awareness où je parlerai de la marque, de l'historique, comment on supporte en ce moment le genre d'événement, comment on peut accompagner les gens, comment on peut les aider, est-ce qu'on est lié à des organismes caritatifs, est-ce qu'on peut donner aussi? T'sais? Alors, il y aurait peut-être un angle différent, mais on peut le voir justement avec les Louis Vuitton, les compagnies là, dans le high-end, dans le haut de gamme, justement, ben eux, toute leur communication est basée en ce moment sur qu'est-ce qu'ils font pour aider justement la cause. Donc, ils utilisent leurs usines pour produire des sarraux, pour produire des masques. Certaines entreprises qui sont dans l'alcool, ben eux, ils ont décidé de flipper ça puis de dire, ben tu sais quoi, on va faire des comment on appelle ça? Des hand sanitizer. Des sanitizer en anglais, exactement. Donc, tu vois, ça, c'est une approche qui est intéressante. Puis, ils publicisent, ils en font des communications, ça va dans les journaux. Je veux dire, c'est pas un journal qui a trouvé ça par hasard. Là. Il y a des campagnes de communication qui sont en arrière qui passent le message. Donc, ça continue, c'est là, on est là, mais encore là, c'est toujours de se poser la question, comment je vais être perçu, OK? Puis, est-ce que ça peut avoir un impact négatif à court terme ou à long terme sur mes ventes? Et là, de cette façon-là, ben là, tu dis, bon, ben OK, ben, ça vaut la peine d'aller dans cette direction-là ou dans l'autre direction. Fait, voilà, c'est un peu mon thinking là-dessus.
C'est très bien. Et juste pour finir avec ce place-là, le prochain point, c'est comment qu'on se prépare pour la relance. Non, excusez-moi, c'est par rapport à comment se mettre en télétravail, comment migrer l'entreprise pour se virtualiser niveau travail. Mais juste pour finir le côté relance, on a parlé de la publicité, on a parlé de créer de landing page, on a parlé d'avoir des emails humains. On n'a pas parlé d'automatisation, mais c'est pas important. E-commerce, il y a Shopify qu'on peut s'adapter un peu aussi. Y a-t-il d'autres e-commerce que vous conseillez, messieurs, par rapport à ça? Ouais, c'est sûr que ça dépend de ce que vous avez à vendre, en fait. Là. Vous avez des cours en ligne à vendre. On a parlé de Kajabi, on a parlé de Teachable. Si vous avez des produits physiques, c'est sûr que vous vendez au Québec, le plus simple, c'est probablement Shopify. Il y a WooCommerce si vous êtes pogné, je vais dire pogné, mais si vous êtes sur WordPress puis vous voulez rester sur WordPress, il y a des tas de produits disponibles. Ça dépend ce que vous avez à vendre. Il y a même des intégrations. Vous avez un blog, puis vous avez juste un produit à vendre. Ben, il y a des plugins WordPress qui vous permettent de linker directement un compte Stripe. Stripe, qui est une plateforme de paiement qui est super facile d'utilisation. Fait que vous pouvez vendre un seul produit sur votre blog sans trop d'efforts. Il y a Snipcart. Je veux dire, il y en a plein. Ça dépend de ce que vous avez à vendre au final. Je pense que pas mal tout le monde... en tout cas, nous trois, je ne sais pas, Patrick, tu connais beaucoup le e-commerce, mais si vous avez des questions, envoyez-les à Alex. Si Alex ne connaît pas la réponse, il va me l'envoyer ou l'envoyer à Phil ou à Patrick. Là, fait que n'hésitez pas. Là. Ouais. Et il y a aussi de quoi d'assez simple aussi, sur votre compte PayPal, vous faites simplement ajouter un produit, vous pouvez envoyer la facture directement à la personne ou encore un lien que vous mettez dans votre email ou votre landing page. Le monde paye, parfait. Vous l'appelez pour le service ou le produit ou autre, vous l'envoyez par la poste. Là. Tout peut être adapté là-dessus. On va avoir un blog bientôt qui va être envoyé là-dessus. Est-ce que les gars, vous avez, pour terminer ce sujet-là, la relance, la communication, s'adapter, est-ce que vous avez d'autres points à dire avant qu'on tombe dans le télétravail et dans la RH? Je vais juste dire, moi, d'agir. Juste un message, là, si vous pouvez retenir une chose de tout ce qu'on a dit, moi, je dirais de retenir qu'il faut agir et pas rester passivement chez soi à se tourner les pouces en attendant que la crise se gère et se règle. Puis moi, le message, vous l'avez entendu tantôt, je pense que donnez, vous recevrez. En fait, sous-estimez pas le nombre de personnes et d'entrepreneurs ou de clients qui ont besoin d'aide en ce moment et qui n'ont pas envie d'être une transaction. Sous-estimez-les pas. Hyper important. Et bien sûr, si vous avez des idées, je vais juste plugger un peu. LeadFox, nos spécialistes sont là pour vous. David Grégoire t'offre maintenant un peu de coaching. Ouais. Maintenant, j'ai vu ça sur mon post Facebook. Là. Ouais. Allez voir plutôt le e-commerce coaching club. Là, c'est ça le produit que je vends. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez m'envoyer un email. Là, ça me fait plaisir de répondre à des questions. Aussi Philippe, son agence maintenant. Ah oui, c'est vrai. Hubby, c'est... Philippe, je ne sais pas si Philippe peux-tu se plugger pendant quelques secondes? Oui, Hubby. Nous autres, dans le fond, on est spécialisé justement en tout ce qui est commerce électronique. Donc, si vous faites déjà du commerce électronique ou vous voulez passer, vous avez une entreprise dans le retail principalement, puis vous vendez aux clients, nous, on va vous aider justement de la stratégie jusqu'à la mise en place pour vous aider à augmenter vos ventes en ligne. On est vraiment spécialisé dans la croissance de vente en ligne, utilisant différentes stratégies, différents mécanismes justement pour vous aider à créer ce lien qui va vous permettre de générer plus d'argent au bout du compte. Et niveau RH, bien sûr, Pat, tu vas commencer à parler beaucoup, là, mais côté niveau besoin dans la région du Québec, RH, tu es une des références. Oui, mais merci. Le télétravail, peut-être, c'est l'aborder, c'est quelque chose que la plupart d'entre vous, si vous êtes déjà connectés, vous connaissez ça assez bien. Nous, on est en train d'en mettre en place un peu partout. Puis on vit les enjeux de l'intérêt face au télétravail, puis le sentiment de solitude qui est assez grand, puis le manque de clarté. Donc, le premier point, s'il y avait à avoir une bonne pratique, puis là, en fait, on tombe dans toutes les subtilités. Il peut y avoir des politiques de télétravail, comment votre infrastructure informationnelle est faite, comment vous gérez les projets chez vous. Est-ce que c'est des projets que vous gérez chez vous? Il y en a qui ont des systèmes. Nous, on travaille avec Zoho Project. Il y a plusieurs façons de travailler en télétravail, mais vous voyez déjà que se pointe à l'horizon la clarté des objectifs puis le travail qui est à réaliser réellement et quelle est la valeur ajoutée du travail qui est à faire. C'est le point 1.
Puis, c'est pas si facile que ça parce que c'est facile de tomber dans le micro-management puis dans des enjeux d'avoir peur que l'individu ne fasse pas la bonne chose au bon moment. Puis on parlait un peu tantôt de cette flexibilité-là, puis des gens ont besoin de ce temps-là, puis leur productivité est parfois supérieure à la maison que, dans le fond, au bureau. Mais en soi, on travaille à définir c'est quoi l'ergonomie nécessaire pour réussir à faire un bon poste. Finalement, les gens qui n'ont jamais fait de télétravail n'ont peut-être pas la discipline du bureau. Mais une journée de télétravail, entre guillemets, ben c'est où ça commence par s'habiller comme il faut. Ça commence par. Il y a beaucoup de trucs, là, en fait, là, puis vous allez voir une pléthore d'informations sur le web à cet effet parce que c'est pas mal là l'occasion de communiquer des firmes RH comme moi, by the way, qui envoient de l'info. Mais peut-être si à retenir, ce qu'on avait à dire, c'est la fréquence des contacts, c'est l'humain en arrière de ça et ne pas sous-estimer les besoins d'avoir une relation de proximité. Tu allais dire, vas-y. Oui, j'ai une question, Patrick. Moi, mon entreprise est en télétravail depuis 4 ans, peut-être, 3 ans. Puis il y a des choses qui sont bien allées, il y a des affaires qui ont moins bien été. On a essayé de se forcer le matin à se faire des vidéoconférences, on a essayé de se forcer le matin à s'appeler en gang, pas en gang. Tu dis, ça prend des communications fréquentes. Là. Toi, tu suggères quoi comme. Suggères-tu une rencontre quotidienne? Tu suggères-tu un meeting juste quand il y a vraiment besoin d'avoir un meeting? Qu'est-ce que des bonnes pratiques? Mais tout est dans la vélocité de l'exécution. La vélocité, pour moi, là, je sais que ça sonne beaucoup le mot agile, là, mais la vélocité, c'est juste la rapidité. S'il y a beaucoup de livrables, donc demande beaucoup de contacts. Pour moi, c'est l'utilité. Ce qui gagne la pertinence d'une réunion, c'est pourquoi qu'elle a lieu, cette réunion-là, et à quoi elle sert et qu'est-ce qu'on veut faire avec cette réunion. Dès le départ, de définir l'objectif, c'est aussi de préciser l'intention. Puis ça, c'est souvent pas fait. Pourquoi on se réunit? Puis c'est de respecter le temps. Puis ce temps-là, dans le fond, c'est quelque chose qui est précieux. C'est de la productivité personnelle. Si moi, j'ai 15 minutes, puis j'en prends 1 heure, j'en prends 1h45, ben, il se passe de quoi d'inefficace à ce moment-là? Le gestionnaire, c'est le premier goulot d'étranglement de la productivité d'une entreprise. Donc, lui-même, il faut qu'il sache pourquoi il y a une réunion et pourquoi il y a à faire. Donc, vélocité, je dirais que nous, par exemple, dans notre entreprise, où on a beaucoup de projets sur une multitude de sites, nous, c'est une réunion opérationnelle par semaine avec une délégation très claire de ce que chacun a à faire. Puis, si les livrables ne sont pas clairs, ben à ce moment-là, il y a une mise en retrait de l'individu. Puis là, on jase de quel livrable qu'on veut exactement. Parce que c'est pas vrai que collectivement, on est toujours bon pour résoudre des problèmes. Donc, ce qu'il faut, c'est utiliser notre sagesse pour dire est-ce que ça, c'est pertinent? Puis est-ce que ça demande la présence de 5, 6 personnes? Fait que nous, ce qu'on met en place, c'est ce type de réunion-là. Il y en a qui vont avoir des scrums. Ben là, le scrum, ça fait un peu dev, là, mais disons des réunions de starting la journée. Tout le monde en parle la journée parce qu'on a beaucoup de livrables à faire dans une journée. Puis on se reparle la veille, le lendemain, puis on parle de la veille, puis on fait cette séquence-là quotidienne. Bon, pour nous, c'est à chaque semaine. Mais on a aussi une chose super importante. On a une réunion, elle s'appelle la réunion du bonheur. Vous allez trouver peut-être me trouver spirituel, mais on n'a pas le droit de parler de rien de négatif, on ne fait que parler des bons coups. Par exemple, cette réunion-là, au départ, elle avait été jugée non pertinente, mais plus on la voit, on l'a fait le vendredi après-midi, puis des fois, là, ça sent la bière dans cette réunion-là virtuelle. Ce que j'essaie de vous dire, c'est culturellement, qu'est-ce que vous avez besoin? Puis qu'est-ce que vos gens ont besoin? Un des trucs et astuces qu'on a, c'est qu'on se lance dans l'idée de l'expérience. On lance des réunions, et à la fin, on l'évalue. Est-ce est sur 10, est-ce qu'on l'a aimé? Puis si on n'atteint pas une note de 10, on change. On la fait évoluer. Tant qu'on n'atteint pas une note de 10. Ça veut dire qu'on a à la base une valeur de transparence collective. Et ça, il faut l'avoir intégré dans notre vie collective. Excusez, là, j'ai pris un peu de temps pour répondre à ta question. Non, mais c'est super bon. Tu parles beaucoup de motivation et de gestion de temps rigoureuse, de délégation. Est-ce qu'on peut parler aussi des outils que les gens devraient utiliser? Je veux dire, tous les quatre, on connaît beaucoup d'outils à gérer, mais là, quand tu pars d'une entreprise, que tu es en face-to-face, sans trop dans le micromanagement, comme tu dis, comment bien superviser et quel outil utiliser? Ben là, il y en a plein. Là, on tombe dans la suite Zoho. Moi, j'ai toute la suite Google. Fait que j'ai des Zoho Project
qui me permet de suivre l'avancement de mes projets, mes facturables qui sont connectés à mon système comptable. Tu sais, en somme, là, l'information, c'est le pouvoir. Tu veux que les gens soient intelligents, donne-leur l'information. Mais tu sais, là, qu'est-ce que tu as? Fait que moi, tu sais, il y en a qui vont travailler. Un de mes clients travaille avec Microsoft Teams, fonctionne super bien. Je ne sais pas les boys que vous avez, vous autres, en virtuel, qui fonctionnent super bien. Nous, on est sur ClickUp et Slack. Donc, ça fonctionne super bien. Oui, exactement. Oui, fait que je te dirais que c'est majoritairement là-dessus, évidemment, la suite Google, etc. Puis, tout ce qui est booking, rendez-vous, tout ça, c'est Calendly avec Zoom. Donc, tout est synchronisé. Donc, zéro casse-tête. Quand quelqu'un veut savoir, « Hey, Phil, je veux prendre un rendez-vous, j'envoie le lien. » Il s'arrange avec mon agenda. Donc, je sauve déjà beaucoup de temps. Avant, c'était comme quel trou, où trouver telle chose. Ça, je te dirais que ça, c'est comme peut-être ça avec Slack, c'est probablement l'outil que j'utilise le plus là, de façon régulière et assidue. Là, puis peut-être juste avant Benoît, ce que je dis, c'est que ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est la formation des usagers. Puis en fait, ce que nous, on a vu que le problème, c'est 12 pouces en avant de l'écran. Peut-être parce qu'on est des gens dans la quarantaine, là, mais ce qu'on a travaillé davantage, c'est à dire, comment tu connectes ton chat? Parce que nous, quand on est dans un univers de collaboration, il y a plein de façons de communiquer. Est-ce qu'il est bien connecté à ton téléphone? C'est de voir l'interface usagée. Puis ça là, c'est assez intéressant parce qu'on a peut-être à peu près, je dirais, 8 sortes de personnes qui utilisent les outils un peu partout. Mais c'est donner les moyens d'être efficaces pour que les gens puissent se retrouver dans ça, puis d'éviter d'avoir ce qu'on va appeler du shadow IT, des communications en parallèle. Et ça existe beaucoup. Puis ça veut dire qu'on ne répond pas à l'usager, puis on ne répond pas aux besoins des gens. Ça veut dire qu'ils vont trouver d'autres manières de se communiquer ensemble pour être plus efficaces. C'est pour ça qu'il faut rapidement se mettre en mode évaluation. On essaie de quoi, guys? Ça marche-tu? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez entendre? C'est pour ça que l'idée de ça, c'est qu'on a tous une expérience usagée. Les grandes multinationales de ce monde font de nous de grands usagers, de grands critiques des plateformes. Et il faut donc se concentrer sur cette expérience-là, comme une expérience client, finalement. Oui, même chose. Bien d'accord. Et niveau outils de notre côté, c'est un peu la même chose que notre ami Phil. On utilise Hangout pour les appels comme ça, conférences. Et on a Rocket Chat, qui est un Slack un peu open source qu'on utilise pour le chat. Et bien sûr, des outils de gestion de projet. Ça dépend du type d'industrie, là, mais il faut à un moment donné, avoir une petite gestion de projet à la Asana de ce monde pour dire j'ai telle tâche, elle se fait quand. Et aussi, les gens, Pat, dis-moi, pour moi, seulement 15 à 20 des gens, tu l'as dit au début, sont faits pour travailler. Ils ont besoin d'être structurés encore plus en télétravail. Bien, ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est la gestion adaptée en fonction des personnalités. Puis, c'est la connaissance qu'on peut avoir des gens avec qui on travaille, le niveau d'énergie, à quel moment, moi, je suis plus productif versus un autre. C'est cette complexité-là, en fait. Puis, il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas du tout bien dans cette solitude-là. Et je vois un commentaire qui passe par rapport à la discipline. Je peux vous dire que d'apprendre à devenir un bon travailleur à la maison, ça peut, en moyenne, prendre plus que 21 jours. On va parler de 3 à 4 mois. Donc, il y a beaucoup d'essais et erreurs en lien avec comment je fonctionne, comment je suis, qu'est-ce que je veux. Mais je peux vous dire aussi, bon, il y a quelqu'un qui se promène en arrière de moi. On a des enjeux associés à l'adaptation reliés aux personnes qui, si on veut, il y en a qui ont besoin de plus d'encadrement. Fait que si ont besoin de plus d'encadrement, mais il faut leur redonner plus d'encadrement. Mais comment tu fais pour le savoir? J'ai une petite question, je t'interromps là, mais comment tu fais pour le savoir, ceux qui ont besoin de plus d'encadrement, si tu n'es pas là? Oui, ben en fait, c'est qu'on peut. Il y a la psychométrie qui existe, c'est intéressant là-dessus, mais ça ne coûte pas très cher au niveau de l'investissement. Mais nous, c'est sûr qu'on investit dans les profils et la connaissance qu'on a de nos gens. Fait qu'on fait des entrevues avec eux, bien sûr, sur c'est quoi leurs valeurs, leurs besoins, leur motivation au travail. Bon, là, vous allez dire que c'est une déformation professionnelle. Ben oui, c'est le gars des RH qui parle. Ben, nos clients aussi le font. Fait que finalement, ce qu'on fait, c'est toi qui tu es, qu'est-ce que tu as envie? Est-ce que ton niveau d'encadrement, il y en a qui n'aiment pas ça, se faire encadrer, mais ça se découvre à travers les discussions avec l'individu. Puis c'est pour ceux qui ne se connaissent pas bien, là, en général, ne travaillent pas. Fait qu'on
on est un petit peu dans cet enjeu-là en ce moment. Là, il faut accélérer le télétravail. Ça veut dire qu'il faut peut-être prendre contact davantage avec des personnes qui n'ont pas nécessairement une bonne connaissance d'eux-mêmes. Vous me voyez venir? Je ne sais pas si je suis clair à cet effet-là. Ouais, ben c'est l'aspect, en fait, souvent même moi, que quand je fais de la consultation avec mes clients et ils ont une équipe, c'est on passe tout de suite par le profil des personnes avec qui ils travaillent, dans le fond, comme tu dis, le test psychométrique, parce qu'on veut s'assurer justement que ce soit les bonnes personnes aux bons endroits pour les tâches qu'ils ont à faire. Et souvent, on a des surprises aussi, souvent même le dirigeant a des surprises sur le type de personnes avec qui il travaille parce que des fois, ils ont des présomptions, des hypothèses sur des personnes qui finalement ne vont pas avec les alignements. Et de là, quand tu mets quelqu'un à une bonne place, certainement dans certains vecteurs où moi je travaille plus, ça peut avoir un très grand impact après ça sur justement la croissance de l'entreprise. Donc, c'est un excellent point, puis je pense que les entreprises ne le font pas assez. Ça reste encore du milieu du mystique un peu, cette partie-là. Là. Absolument. Je posais la question qui disait tellement besoin de discipline pour travailler à la maison. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de ça, les gars. Est-ce que vous êtes comme ben du monde qui avait besoin de discipline? Phil, tu as ta stratégie du 20 minutes. Moi, j'ai ma stratégie de commencer à penser à quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup dans mon travail. Puis il y a des choses qui sont plus intéressantes, des choses qui sont moins intéressantes, mais il y a des choses qui sont même emballantes. Fait que je commence à penser aux choses emballantes, puis je commence à travailler. Puis le fait que je m'installe puis que je commence, j'ai un air d'aller. Je ne sais pas, vous autres, les gars, ce que vous pensez. C'est une erreur de faire ça pour certaines personnes. Il est prouvé, puis là on peut aller chercher des grands théoriciens de la gestion du temps puis de la productivité. Dave Allen en est un. Puis il y a vraiment beaucoup de théories là-dessus, au niveau de la psychologie positive aussi, puis cognitif. Mais ce que tu dis, par exemple, il faut avoir tendance à faire les choses les plus difficiles en premier, qu'on aime moins, mais qui sont les plus ardues. Une question d'énergie, de gestion de tes capacités intellectuelles, tout simplement. C'est sûr que ça, c'est une des recommandations qu'on explore avec un individu par rapport à l'identification du niveau de difficulté en avant d'une tâche. La procrastination est un grand phénomène de société. Ce n'est pas juste quelque chose qui est relié au télétravail. Il est relié aussi dans le monde du travail en réel. Donc un des enjeux, mais j'en avais parlé un peu aussi, c'est se créer une tenue de travail, c'est se créer une discipline, une rigueur. Il y a des gens, par exemple, qui vont prendre des marches à tous les heures pendant 15 minutes. Ils vont faire 15 minutes, ils vont sortir dehors. Ils vont s'énergiser de cette façon-là. Fait que puis ça, c'est ce qu'on appelle l'autogratification. C'est encore un phénomène super important au niveau humain. C'est de l'hygiène personnelle, ça. Quand tu finis une tâche, tu vas te gratifier personnellement. Là, je vous invite à être bien imaginatif, là, mais pas trop à cet effet. Mais oui, ça fait partie de la discipline. La gestion du niveau d'énergie, la notion de difficulté d'une tâche, donc de commencer par les tâches difficiles en début de journée, c'est super important pour la plupart des gens. Puis aussi de gérer les interruptions, donc de peut-être arrêter plus fréquemment parce qu'il est prouvé que se concentrer plus de 40 minutes dans une tâche, on devient inefficace. Essentiellement, on a envie d'être distrait. Si vous voulez ajouter des choses, les boys, à cet effet-là? Mm-hmm. Hyper intéressant. Je crois, comme tu as dit, de se dire qu'on se fait un objectif clair. Par exemple, bon, je commence ma journée, je veux numériser mon entreprise, je veux commencer à communiquer. On le commence le matin, à part si c'est vraiment le fun. Hey Phil, par rapport à ton 20 minutes, tu disais c'est 20 minutes. C'est 20 minutes, au final, une tâche, 20 minutes, une autre? Non, en fait, c'est que moi, la façon que je fonctionne, en fait, dans la journée, c'est que j'ai 5 tâches par jour à accomplir. Puis je me donne 5 grands thèmes aussi pour la semaine. Fait que j'ai une grande tâche, j'ai comme des grands thèmes dans la semaine. Donc, j'appelle ça un mode 5 par 5. Puis, chaque jour, mon objectif, c'est d'arriver à ces 5 tâches-là, puis je me fais des 20 minutes. Donc, si j'ai pas fini quelque chose après mon 20 minutes, c'est pas grave, je reviens plus tôt. Puis après ça, s'il m'en reste 20 pour compléter, je complète. Mais mon objectif, c'est de marcher c'est comme un combiné d'un 5 tâches avec un Pomodoro. Puis dans la semaine, là, j'ai ma vision globale de qu'est-ce qui doit être fait.
Puis si j'ai tout fait ça, ben c'est un win. Si j'ai pas tout fait ça, ben je reporte justement à la semaine prochaine. Mais je priorise aussi. Tu sais, j'ai un système de priorité. Donc, il y a des affaires qui passent évidemment en urgence. Il y en a d'autres qui sont moins urgentes. Puis, il y a des affaires qui sont de base ou qui peuvent être reportées dans le cas où je suis pas capable. Je te dirais que le facteur qui peut être reporté, c'est souvent lui, des fois, qui tend à jouer sur ma performance globale. Mais à la fin du mois, ben en général, j'arrive à tout pacter, là. Mais je dirais que c'est un peu ma formule. Il y a des personnes qui ont d'autres formules. Celle-là, elle marche. Elle marche. Pour moi, en tout cas. Dans tous les cas, et je pense qu'il faut qu'on s'habitue au télétravail parce que on est parti pour en faire, puis il y a plein d'entreprises qui refusaient complètement que leurs employés travaillent à distance. Puis là, soudainement, ben, ils sont obligés. Puis ils vont peut-être découvrir finalement que c'est intéressant parce que tu as moins besoin de loyer, tu as peut-être moins besoin d'équipement avec la tendance Bring Your Own Device. Tu sais, sérieusement, il y a moyen de sauver des coûts en tant qu'entreprise, puis d'être un peu plus flexible pour l'employé. Moi, j'ai des employés à distance depuis des années, puis des fois, je me dis, il doit être au garage, ou ben, puis je m'en rends compte, là, des fois, il est un peu moins disponible pendant 1 heure, mais on est le soir à 21h, puis il rentre un email de client d'Australie, puis là, ben, mon employé répond, puis il me met en CC. Fait que je me dis, OK, l'employé travaille au final plus, mais il est un petit peu plus libre puis un peu plus laissé à lui-même. Les entreprises vont peut-être découvrir que finalement, c'est bon. Je peux te dire que c'est des facteurs d'attraction de talent. Aujourd'hui, en fait, plus que jamais, ça va l'être. Ça l'était déjà dans les 5 premiers critères pour choisir un employeur, la possibilité de télétravail ou la conciliation travail-famille, qui est vraiment son corollaire, là, son chum, son grand chum. Je vais vous raconter juste peut-être quelque chose de super important parce que il faut pas. J'ai parlé tantôt de la formation de l'usager, mais je veux juste parler des données de sécurité. Ce qu'on a bien vu, en fait, qui est un gros enjeu. Les gens n'ont pas un bon hygiène au niveau de la cybersécurité, souvent à la maison. Au travail, on les force un peu, on les rentre dans un cadre, là, ils ont des pare-feux, tout ça. Mais à la maison, étrangement, parce qu'ils ont peut-être des choix douteux dans certains sites qu'ils vont visiter, ben là, ils peuvent avoir eu une contamination de certains virus. Et là, on le voit, ça. Donc, ce qui amène toute la notion de politique au niveau de l'usage de l'informatique et des systèmes de l'entreprise. Et là, ça demande d'aller vérifier comment eux travaillent aussi à la maison. Et ça peut soulever certains enjeux éthiques, je peux vous le dire. Excellent. Messieurs, ça va faire 1h30. Est-ce que vous désirez qu'on sorte d'une question rapido presto? Oui, malheureusement, je vais devoir quitter. Donc, je vais tout de suite vous remercier. Puis, c'était fabuleux. Écoutez, c'était fabuleux. C'était vraiment le fun. Donc, enchanté à tout le monde. Puis, on se reparle bientôt. Merci encore, Alex, pour cette opportunité. Ciao. Bonne journée. Bye. Donc, on est rendu 3, messieurs. Pour répondre rapidement aux questions, si on vient, une personne qui a posé des questions par rapport comment on peut présenter mes services, je dois me présenter sur place pour faire la capture. C'est quoi le service? Et moi, Alex, je dois y aller aussi, Alex. Je suis désolé, à 4h30, j'ai un autre rendez-vous. Bien sûr. Vous allez être juste 2, les gars. Désolé, il faut que j'y aille. Bon, ben, à plus, Patrick. Merci. C'est un plaisir. Bye-bye. Donc, rapidement, au final, comment on peut présenter nos services? Les services, on ne sait pas trop c'est quoi l'industrie. Par contre, si on regarde comment je peux présenter mon service, je dois me présenter sur place pour faire la capture. Au final, la meilleure façon de présenter votre service, au final, c'est d'avoir une page web, une landing page qui va présenter votre service, que les gens pourraient remplir leur information pour ensuite, avant que vous ayez les informations de votre côté, ensuite vous la rappelez. Toi, ton côté, Dave, as-tu une idée sur cette question-là? Je vais la mettre un peu en l'air. Une présence sur les médias sociaux, c'est un must, c'est un minimum. Une page Facebook, c'est le minimum. Puis de répondre à ces messages sur Facebook, c'est aussi un minimum. Ensuite, la landing page, oui, ça vous prend. La landing page, en fait, peut être votre site web.
À la question, je dois me présenter sur place pour faire la capture. Je ne sais pas ce dont parle la personne, mais capture de visite virtuelle 3D. Oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas envoyer l'équipement? Est-ce qu'on ne pourrait pas envoyer l'équipement par Expedibus, par la poste? Est-ce que vous ne pourriez pas aller porter l'équipement à la porte de la personne avec un manuel d'instruction super précis? Comment la personne pourrait faire la capture sur place? Tu sais, c'est toutes des choses qui sont possibles. Pourriez-vous louer l'équipement? Est-ce que votre modèle d'affaires ne pourrait pas être à la place de louer l'équipement de capture 3D? Tu sais, des caméras 3D, c'est pas tout le monde que ça, bien entendu. Alors, peut-être qu'ils sont prêts à le faire eux-mêmes si vous louez l'équipement. Il y a plein de possibilités. Mais l'important, c'est de bien présenter ce que vous allez lui donner en amont et aussi vous pouvez même lui dire au téléphone. Si on a une autre question, par exemple, comment s'assurer que mon courriel, malgré le contenu pertinent, tombe dans la corbeille ou dans le spam? Bien, comme on l'a dit plus tôt, il faut être le plus humain possible. Il faut que ce soit envoyé de votre nom personnel. Toi, expert du email, Dave. J'ai fait tout un document, une recette. J'ai fait une recette pour ne pas tomber dans le spam. Il faudrait que je vous fasse un lien. Notez-le, là, puis allez-y demain matin, monsieurecommerce.com/spam. C'est pas ça l'adresse, là. Mais je vais faire un raccourci pour que ça fonctionne. L'adresse est plus compliquée, là. J'ai fait vraiment toute une recette, là, des choses à faire pour éviter de tomber dans le spam. C'est bien intéressant. Tu sais, je vais juste répondre à une question. Alex, es-tu capable d'enlever le rectangle noir de la personne de Patrick qui vient de partir? Es-tu capable de juste le limiter à 2? Donc, j'essaie de voir comment l'enlever, là. Mais... En attendant, il y a Isabelle Leblanc qui demande le service de photo vidéo en entreprise. C'est parce que peut-être que la solution, Isabelle, c'est de pivoter. Tu sais, je suis d'accord avec toi que c'est difficile de prendre un service de photo vidéo en entreprise, OK? Sans être en proximité avec les gens. Mais est-ce que tu ne pourrais pas offrir un service d'édition de vidéo? Est-ce que tu ne pourrais pas offrir un service de location d'équipement? Est-ce que tu ne pourrais pas offrir un studio photo mobile que toi, tu installes à une place, tu t'en vas, puis les employés passent un après l'autre, puis se font prendre en photo eux-mêmes automatiquement avec une manette, puis là, ça fait un décompte sur un écran. Tu sais, je veux dire, comment est-ce que tu peux transformer ça? C'est sûr qu'avec la crise puis le COVID-19, on ne pourra pas faire de la business exactement comme on le faisait il y a 3 semaines. Bon, sortez ça de votre tête, hein? On ne sera pas capable. Comment est-ce qu'on peut prendre le même type de client, les mêmes clients qu'on avait, l'expertise, l'expérience qu'on avait, puis créer quelque chose de nouveau pour pouvoir profiter de ça? C'est possible. Très, très, très. Regardez, je crois qu'on a répondu à pas mal toutes les questions à mesure. Et en résumé, actuellement, on a parlé qu'il fallait commencer, et j'ai le beau soleil dans ma face en ce moment, qu'il faut comme le plaisir de travailler chez soi. Et il faut commencer dès maintenant à numériser votre entreprise. On a parlé d'email, de publicité, de landing page, on a parlé de télétravail. Cet webinaire-là va être disponible après aussi. Et n'hésitez pas, comme j'ai dit plus tôt, l'équipe de LeadFox, c'est notre logiciel marketing tout en un côté email, landing page. On est là pour vous aider si vous avez besoin. Dave, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup à Phil, merci beaucoup à Patrick. N'hésitez pas à poser d'autres questions sur le fil de commentaires du live. On va pouvoir répondre par la suite. Sur ça va faire 1h30. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Passez une belle journée. Merci beaucoup, Dave. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.